Bonjour. Vous êtes animaliste, vous vous présentez comme tel. À l'origine, je précise que vous êtes astrophysicien, vous vous intéressez à plein de choses et en particulier à la cause animale. Ça veut dire quoi, animaliste? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais disons que j'aime la vie en général. Et la vie, c'est bien sûr l'humanité, mais c'est également l'animalité. Et on a, je crois, un peu trop tendance à l'oublier en ce moment. Alors, est-ce que vous défendez l'idée que les animaux sont l'égal de l'homme? Ah, mais l'égal, c'est un concept extrêmement complexe. Moi, je crois simplement que la vie, elle doit être pensée en elle-même. Il n'y a pas lieu de créer des hiérarchisations arbitraires. On sait aujourd'hui que les animaux nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous, qu'ils désirent comme nous, qu'ils souffrent surtout comme nous, qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, une conscience. Mais peut-être n'était-il pas même nécessaire de savoir qu'ils nous ressemblent pour commencer à les aimer. Je crois que nous reproduisons finalement avec les animaux les vieilles erreurs qui ont été les nôtres à l'époque colonialiste avec les peuplades indigènes que nous avons si longtemps méprisées avant de comprendre bien sûr que nous sommes finalement de la même tribu, de la tribu des vivants. Alors, on va revenir là-dessus juste après. Mais d'abord, une réaction sur ce reportage qu'on vient de voir, cette enquête en Australie. Vous réagissez comment? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai trouvé qu'il était quand même un peu terrible de présenter ce chat comme ennemi public numéro 1. Vous savez, il y a une espèce extraordinairement singulière dans toute l'histoire de notre vieille planète, de plus de 4 milliards d'années de présence de vie sur Terre. Il y a une espèce qui représente 0,01% des vivants, mais qu'elle était à l'origine de 80% des morts depuis la naissance de la civilisation. Et évidemment, c'est l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine qui est le super prédateur avec un impact absolument drastique, sans précédent, littéralement monstrueux sur son environnement. Donc bien sûr, il peut y avoir des problèmes avec ces chats. On voit d'ailleurs que ce sont évidemment les hommes qui les ont importés, qui ont joué à l'apprenti sorcier. Mais le véritable problème global, celui pour lequel je crois il faut aujourd'hui être obnubilé, cette baisse de la biodiversité, cette disparition des espèces, des populations animales, cet étiolement de la vie sur Terre, voilà les grands chantiers. Alors on a vu au début de cette émission les radicaux végans ou véganes qui n'hésitent plus aujourd'hui à passer à l'action en libérant des poules comme on libérerait des prisonniers politiques. Vous les comprenez? Vous êtes d'accord avec ces actions? Alors là encore, je pense que c'est très important. À titre individuel, je peux condamner ces actions. Elles sont parfois illégales, parfois violentes envers d'autres humains. Je ne les soutiens pas. Voilà, que ce soit clair. Pour autant, c'est quand même un peu gênant de présenter cette violence-là qui est absolument épisodique, qui est microscopique par rapport à l'immensité de la violence envers les animaux qui est quand même celle qui doit être aujourd'hui combattue. N'oublions pas quand même qu'il y a une construction du ressenti de violence. Vous savez, jusqu'en 2008, Nelson Mandela était sur la liste noire des terroristes du gouvernement américain. Et puis un jour, on a compris que les luttes, parfois dures, qu'il soutenait, étaient en réalité pour une cause tellement importante qu'elles étaient légitimes. Donc je crois qu'il faut quand même aujourd'hui se focaliser sur cette violence absolument inouïe que sont ces 100 milliards d'animaux qui sont abattus dans des conditions absolument inacceptables, mais surtout ce qui est encore pire, avant la mort donnée, ils n'ont pas de vie. La plupart n'ont pas de vie. Nous les avons réifiés, nous en avons fait des machines. Vous savez qu'en France, 80% des poules ne verront jamais la lumière du jour. 99% des lapins ne sortiront jamais du clapier. Ce geste de bondir, c'est ce pourquoi leur corps est fait, ils ne pourront pas le faire une seule fois. Ça, c'est un crime contre la vie, contre l'essence même de la vie. Et c'est vers ça, je crois, qu'il faut tourner nos regards. Bon, le parallèle avec Nelson Mandela est peut-être un petit peu osé quand même. Mais il est osé, non pas au sens où les combats seraient les mêmes, ils ne le sont pas, ils sont radicalement différents, mais au sens où le ressenti de la violence, je crois qu'il faut s'interroger sur celui-ci. C'est pas quelque chose, me semble-t-il, qui est objectif, mais qui est dépendant d'un contexte culturel. Est-ce qu'au fond, vous considérez que la vie animale vaut la vie de l'homme? Je ne peux pas véritablement évaluer la qualité d'une vie. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas dire qui mérite d'exister. Ce que je sais, me semble-t-il, c'est qu'il est vraisemblablement incorrect d'évaluer la valeur d'une vie à sa proximité avec l'homme. Moi, bien sûr, j'ai plus d'affection pour mes enfants que pour les petits-enfants d'Afrique, mais pour autant, je sais que la valeur intrinsèque de mes enfants n'est pas supérieure. Je suis attaché à eux parce que ce sont les miens, mais leur valeur en tant que telle n'est évidemment pas supérieure à celle de n'importe quel autre enfant du monde. Alors bien sûr, je peux avoir plus de proximité avec un chat ou un chien qui est dans mon environnement qu'avec une fourmi ou un éléphant, mais je crois qu'il faut s'extraire de ce colonialisme intellectuel, essayer de penser la valeur de la vie pour elle-même et pas seulement en relation avec ce qu'elle m'apporte. Alors on va prendre l'exemple de l'Inde qui compte 30% de végétariens. Les animaux sont tellement sacrés là-bas que les hommes ne peuvent pas vraiment travailler.
à tel point que dans certains endroits, on voit des singes bloquer une cage d'escalier, on voit des vaches qui interviennent dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Enfin, je veux dire, est-ce que si demain la France était comme cela, ce serait vivable pour nous tous? Oui, mais vous savez, dans toute posture, il y a ce qu'on peut appeler une réduction à l'absurde. C'est-à-dire que n'importe quelle démarche intellectuelle peut être poussée à un point où elle devient intenable. Mais actuellement, nous sommes tellement infiniment loin de cet état. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les populations animales sont en train de s'effondrer. La vie est en train de disparaître de la Terre. Vous savez qu'en France, par exemple, en Europe, on a perdu 400 millions d'oiseaux dans les dernières décennies. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. Donc on est tellement loin de cette situation où des animaux viendraient entraver notre liberté que je crois que c'est presque un peu indécent de se demander D'accord. aujourd'hui si ce problème va survenir.